Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et dans l'épisode du jour, on accueille Delphine Pinon. Alors elle m'a fait l'honneur d'intervenir sur le podcast. Donc Delphine, c'est la créatrice du podcast qui s'appelle maintenant Richissime. Avant c'était Budget Chéri, dans lequel elle parle d'argent en fait, tout simplement. Elle parle d'argent et d'une manière qui est très originale, je trouve, et elle essaie vraiment de s'attaquer un peu au tabou, d'expliquer clairement les blocages psychologiques. Enfin, c'est super enrichissant. Je vous invite vraiment à vous abonner à son podcast. Bien sûr, vous devez en priorité écouter le mien, le partager, l'envoyer à toute votre famille. Mais en plus de ça, voilà, Delphine, elle a vraiment une approche, je trouve, qui touche beaucoup de monde sur un sujet dans lequel on a vraiment soit des fausses croyances ou soit on est mal informé. Donc vraiment, le podcast de Delphine, je vous invite à l'écouter. Avant de démarrer, je vous rappelle que si vous le désirez, sur ma page internet, donc www.byebyepatron.net, j'ai posté une section avec toutes les plateformes sur lesquelles j'investis. Donc soit la bourse, la crypto et les investissements ultra risqués à haut rendement. Donc si vous voulez savoir quelle plateforme j'utilise, donc vous pouvez vous rendre sur byebyepatron.net. On attaque l'épisode avec Delphine et on se retrouve de l'autre côté. Et bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode de cette semaine. Et cette semaine, j'ai la joie d'accueillir Delphine. Delphine, podcasteuse à grand succès, qui nous fait l'honneur de se joindre à notre podcast. Salut Delphine. Salut Comment Thibaut. tu vas? Et salut à tous. Bah, ça va bien. Je suis très heureuse d'être là, d'avoir une occasion de parler de mon Bye Bye Patron. Et ben voilà. C'est ça, on est toujours à la recherche. J'essaye toujours de trouver des profils un peu différents et toi, ben, t'as vraiment un profil singulier. Du coup, si pour commencer, je te propose de raconter ta première expérience professionnelle. Souvent, on a été un peu déçus ou traumatisés même de nos premières expériences. Donc, si tu peux raconter ta première expérience professionnelle ou l'une de tes premières. En fait, à la sortie des études, moi, j'ai entrepris tout de suite. Mais c'est pas de ça que je veux te parler parce que, voilà, ça m'a beaucoup servi, etc. Mais comme ça a été un énorme échec, à un moment donné, je suis arrivée dans le salariat. J'ai retardé, puis j'ai fini par y arriver. Et moi, dès mon premier job, j'ai travaillé dans le monde des startups. C'est un monde que j'ai découvert en montant ma boîte un peu par hasard. Mes études m'ont pas destinée à la startup. Et puis, on est en train de parler de 2012, 2013. Donc, tu vois, c'est comme ça remontait un peu quand même. Ouais, bah on a à peu près le même âge, je pense. Donc, Ouais, effectivement, ça commence à remonter. Exactement. Et donc, c'était la lune de miel au début. Franchement, c'était la lune de miel. J'étais hyper contente de la manière dont j'ai réussi à me faire recruter. J'étais hyper contente de mon salaire. J'étais hyper contente parce que j'étais responsable marketing. Wouh. Et tu sais, je me suis inventé des titres un peu pompeux. Alors tout de suite, en fait, responsable marketing, ça c'était pour mes parents, mais en fait, sinon j'étais Chief Marketing Officer, des trucs de start-up, tu vois. En fait, t'es chief de rien parce que déjà t'es toute seule. J'étais la première recrue marketing de la start-up. Et pendant un moment, je suis restée toute seule. Après, j'ai été rejointe par des stagiaires. J'ai recruté un ou deux collaborateurs, mais globalement, ce titre était quand même bien pompeux, tu vois. Mais c'était la classe à Dallas, comme on dit. J'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé cette ambiance. Disons que je me suis assez bien fondue dans le monde de la start-up au début. L'ambiance, que des jeunes qui veulent aller vite, qui se donnent, les after-work, le baby-foot, la table de ping-pong. Franchement, j'étais dans une start-up où il y avait tout ça, quoi. Et puis après, on a eu une première levée de fonds, et puis on a changé de bureau, etc., etc. Et en fait, bon an, mal an, je suis restée 2 ans et demi dans cette start-up, et à un moment donné, je commençais à voir que je travaillais beaucoup. Que
il y avait cette culture de presse citron qui est pas que dans cette start-up-là, qui est dans beaucoup de start-up où les fondateurs ont tendance à un peu confondre, enfin, ont la faiblesse et la naïveté de penser que leurs salariés vont se donner autant que eux. En tout cas, c'est leurs attentes. Et ça a commencé à plus le faire, quoi. Ça a commencé à plus le faire parce que quoi que je fasse, j'étais pas contente de moi. Quoi que je fasse, mon boss c'est pas qu'il était pas content, c'est qu'en fait, il lui en fallait toujours plus, quoi. Il était insatiable. Il était insatiable, pas insatisfait, mais il était insatiable, en fait. Et moi, je me suis tellement fondue dans cette culture qu'à chaque fois que j'atteignais mes objectifs, je me disais, ouais, mais si je les ai atteints, c'est que tout le monde peut le faire. Si je les ai atteints, c'est que je pouvais faire plus. Donc, j'étais jamais Et que contente de chaque moi, année, j'étais tu jamais. pourras faire Exactement. mieux. En fait, et à un moment donné, bah voilà, je travaillais beaucoup et ah bah tu vois, j'avais pas réfléchi à ça, mais il faut que je te partage une anecdote parce qu'elle a été assez importante pour moi. Un jour, je pars en Espagne avec une collègue qui était aussi une amie, qui était d'ailleurs une amie avant d'être une collègue, et on part toutes les deux. Et comme on était amies, il se trouve que ce voyage pro, on l'avait fait dans la même chambre d'hôtel, etc. Et puis elle me dit, mais Delphine, mais je crois que tu te rends pas compte de ce que tu donnes à l'entreprise et tout. Elle me dit, mais il faudrait faire quoi pour que ça s'arrête? Et là, j'ai eu cette réponse, je lui ai dit, il faudrait que je tombe malade ou que quelqu'un dans ma famille tombe malade, en fait, pour que je me prenne un mur en pleine face. Et là, en fait, en même temps que je le disais, je me suis dit, waouh, c'est pas Comment on en est possible, en fait. arrivé là? C'est ça. Ben moi, Exactement. Enfin, j'avais ma première expérience professionnelle, la vraie, j'étais auditeur financier, je travaillais aussi comme un fou. 70 heures par semaine ou les samedis et tout. Et on avait un collègue, c'était vraiment, tu sais, le blond un peu de Gad Elmaleh. Le gars, il était toujours super propre sur lui. Il parlait 5-6 langues hyper couramment et tout. À 21h, tu sais, toi, t'étais exténué. Lui, t'as l'impression qu'il sortait de la douche, toujours super posé et tout. Et lui, il s'est évanoui 2 fois chez des clients, en fait, de trop travailler, quoi. Et la dernière fois, ça faisait 3-4 ans que je l'avais plus vu. Je l'ai croisé dans l'avion. On est parti une semaine comme par hasard. Et puis quand je l'ai vu au retour, en fait, il avait passé sa semaine de vacances à bosser, quoi. Il m'avait dit, ouais, j'ai ma ma salariée là en dessous de moi, elle arrivait pas, elle avait des problèmes IT et tout. Je dis punaise, il en est encore là, tu vois. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il s'est évanoui et puis en fait, il en est toujours là, quoi. Donc c'est ça. On charge la mule. Si on est bon, on va beaucoup la ouais, charger et puis. exactement. Et en plus, c'est injuste parce que ce qui se passe, c'est qu'il y en a il y a toujours quelqu'un qui supporte mieux la charge de travail que toi, tu vois. Et forcément, tu vas te comparer à cette personne qui est moins fatiguée que toi en ayant travaillé 1 heure de plus tous les jours. À situation égale, tu vois, je te parle même pas parce qu'à l'époque, enfin, il y avait peu ou pas de gens qui avaient d'enfants dans la boîte, donc il y avait même pas ces considérations-là, tu vois. Mais il y en a toujours un. Tu vois, tu me parles de bosser 6 jours sur 7 et tout, mais moi je faisais pas ça, tu vois. C'est juste des grosses journées, mais je me connais et ma capacité je peux travailler énormément, mais mon moteur il s'épuise aussi très vite, tu vois. Donc j'ai besoin d'énormément de repos et là je l'avais pas et bref. Et Ouais, je me ça suis rend un peu dingue. de manière générale, j'ai compris aussi que c'était pas que cette start-up et que c'était systémique et que quand je dis systémique, ça veut pas dire que c'est aussi toutes les start-up, mais il y a quand même ce truc-là. La start-up, elle survit parce qu'elle est dans une course et que voilà, elle doit atteindre un point de rentabilité ou un point où elle peut lever, et donc elle doit prouver que son business model fonctionne pour pouvoir soit lever de l'argent, soit survivre et payer ses salariés. Donc il y a une espèce de course qui oblige tout le monde à se mettre dans ce truc-là. C'est à coup de fausses promesses sur vas-y donne-toi et tu vas voir. Ça va être soit on te promet une ambiance sympa, soit on te promet des augmentations rapides. Alors des fois elles arrivent, mais en vrai tu laisses quand même pas mal de plumes. Mm. Ouais, c'est ça, l'argent, au bout d'un moment, ça compte plus, quoi. Quand t'es Exactement. juste exténué, t'es exténué. Ok. Et donc, ça, c'était ta première expérience. Et si on peut faire un rapide avance dans le temps pour arriver à aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais et peut-être en quoi c'est différent de cette époque-là? Ouais. Écoute, je suis restée pas plus de 4 ans dans le salariat et aujourd'hui, j'ai une vie qui est totalement différente. J'ai créé donc un podcast, tu l'as dit tout à l'heure, qui s'appelle Richissime parce que j'ai eu envie de parler d'argent, j'ai eu envie de parler de budget, j'ai eu envie de réhabiliter la gestion budgétaire à un moment donné et donc voilà, j'ai créé un podcast pour ça, tu
comprend ce que c'est l'appel du podcast à un moment donné. En fait, c'est génial, le podcast. On peut ça. dire des tas de choses en peu de temps. Voilà. Tu vois, si On a on devait l'impression qu'on est raconter tout seul alors que tout le monde nous écoute. C'est ça. Non, il y a un truc un peu magique, j'aime bien, tu peux le faire en même temps que tu fais la vaisselle, en même temps que tu fais ton sport et tout. Donc, je me suis lancée dans cette aventure. Et effectivement, ça a plu. Voilà, ça a marché. Et de fil en aiguille, j'ai compris que parler d'argent, même si, en fait, peu de gens le faisaient, beaucoup de gens avaient envie de le faire, d'en parler et d'en entendre parler. Et toi, tu en parles d'une manière particulière, tu te parles beaucoup d'investissement. Moi, j'en parle d'une autre manière. Je parle des finances personnelles, je parle beaucoup de mindset, de relations à l'argent. C'est vraiment mon sujet, c'est la psychologie de l'argent. Et en fait, j'ai juste découvert qu'il y avait un sujet qui était énorme derrière, et j'ai décidé de créer mon métier sur mesure qui va avec. C'est-à-dire que j'ai des programmes de formation et de coaching autour de la relation, enfin sur la thématique globale de la relation à l'argent. Et j'investis aussi. Faut bien en faire quelque chose de cet argent. Exactement. Non, parce qu'en même temps que j'ai commencé à m'intéresser à l'argent, comme beaucoup de gens, j'ai découvert l'investissement à haut rendement, j'ai découvert la liberté financière, les mouvements FIRE, etc. Et moi aussi, je me dis, moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux me créer une trajectoire d'investissement qui un jour va me permettre de travailler moins, voire de plus travailler du tout. En tout cas, de plus travailler par nécessité, mais de travailler par plaisir. Et donc, j'ai commencé aussi à investir avec mon compagnon. On a acheté un immeuble de rapport qu'on exploite en LCD. J'ai créé un business de sous-location professionnelle. Et puis, la banque nous a obligés à acheter notre résidence principale. Donc, on a acheté notre résidence principale. Et là, on est en train de faire notre deuxième investissement. On est en train d'essayer d'acheter un deuxième immeuble. Exactement. Et comment vont les recherches, les prix, je sais pas dans ton secteur, mais dans mes secteurs, c'est un peu foufou, hein, les prix, c'est plus la même chose qu'il y a 2 ans. Écoute, même, je suis dans un secteur où il y a beaucoup d'immeubles à vendre. Donc, Calais, Boulogne-sur-Mer, c'est à peu près les 2 zones sur lesquelles je suis actuellement. Moi, mon petit souci actuellement, j'en ai 2, c'est que le bien que j'ai visé, on a découvert au moment de signer le compromis qu'il y avait du mérule. Alors, je sais jamais si on dit le mérule ou la mérule, bref. Ouais, je crois qu'on dit là, mais je sais pas. Chez nous, il y en a pas dans l'Est. Il y avait de la mérule, voilà. Donc, non seulement il y avait de la mérule, mais en plus, on a découvert que le diagnostic était sous-estimait largement l'ampleur, l'étendue des dégâts. Donc, on n'avait pas encore signé le compromis, mais l'agent s'était bien gardé de nous le dire alors qu'il était parfaitement au courant. Donc, leçon à apprendre quand vous êtes dans des régions bord de mer, etc. Juste, vous faites venir un diagnostiqueur, en fait. Ne vous fiez pas à un agent immobilier, ne vous fiez pas à un vendeur. En l'occurrence, moi, s'il n'y avait pas eu de diagnostic de fait au préalable, on l'aurait pas fait faire et on serait passé à côté. Là, les premiers chiffres qu'on nous donne, c'est 40 000, 50 000 euros. Donc, c'est pas du tout pareil quand tu découvres la surprise et que tu as déjà signé, que tu es obligé d'aller au bout et que la mauvaise surprise, c'est que tu en as au moins pour 40 000 euros d'exploration, de tout détruire pour aller voir l'ampleur des dégâts et ensuite de traiter. C'est compliqué. Donc, on a ça et on a aussi la problématique du financement parce que les taux les taux se resserrent. On a quand même on a fait beaucoup d'investissements, donc forcément, notre taux d'endettement a augmenté et on se heurte sur ce projet-là à une difficulté et je serais vraiment curieuse de voir ce que d'autres investisseurs on va dire sur ce sujet, mais grosso modo les travaux dépassent largement le prix de l'achat du bien et on se rend compte, et on n'avait pas été confronté à ça lors du premier achat, on se rend compte que c'est une réelle difficulté pour les banques, sauf que quand tu achètes un truc qui est inhabitable et quasi en ruine et que tu l'achètes là, la négoce porterait aux alentours de 450 euros du mètre carré. De fait, le truc qui est en ruine, c'est impossible en fait. C'est impossible, à moins que l'investisseur soit la personne qui fasse les travaux elle-même. Sinon, c'est impossible. Et donc, on est en train de se dire, mais on marche sur la tête parce que ça devient infinançable, ce truc. Et les banques se disent, mais si jamais ça se passe mal, je ne peux pas récupérer mes billes. C'est ça. Après, la banque, donc leur logique, elle est valable. Exactement. Leur logique, elle est valable, mais la mienne, elle l'est tout autant.
Et donc, en fait, Ouais, c'est c'est un peu un le peu serpent qui se mord la inextricable. Donc, queue. Ouais. Tant que c'est pas exactement. Donc, fini, t'as pas le financement. Mais si t'as pas le financement, et c'est vrai que c'est un vrai sujet. En fait, t'as beaucoup de, alors chacun a sa façon d'investir, mais beaucoup de d'investisseurs ils proposent pour avoir des biens rentables d'en acheter avec beaucoup de travaux. Mais c'est sûr que c'est une très grosse problématique. T'as la problématique déjà du prix des travaux, qu'en général ça coûte jamais le montant des devis. T'as forcément toujours des imprévus, et t'as des banques. Moi, je sais, alors je pense que c'est pas du tout la meilleure banque. Je suis dans plusieurs banques, mais j'ai une des banques je suis historiquement avec elle, et j'attends depuis 6 mois un financement très faible. Je suis ravi. Et puis ma conseillère, elle part aujourd'hui. Et ben, eux, ils prêtent que la moitié des travaux. Donc c'est comme ça. Leur stratégie, c'est la moitié des travaux. Donc si c'est 10 000 euros, bah c'est pas grave. Si c'est 200 000 euros, bah c'est pas pareil hein, de les sortir quoi. Et surtout si après t'as des imprévus. Donc ouais, non, donc tu as un bien c'est sur le dommage, mais ouais. papier qui a une belle rentabilité, mais tu te dis, attends, si pour le financer, je dois mettre un apport qui est conséquent, en fait, j'y retrouve plus parce que Ton argent, j'ai tu le pas récupères intérêt. jamais de l'apport. Non, Enfin, non, tu le non, récupères j'ai pas intérêt à me lancer dans un projet où j'ai mis 70 000 en apport, même si c'est en compte courant dans la société. En fait, je vais mettre 5 ans à le récupérer. J'ai aussi bien aller sur un projet où il y a moins de travaux et où globalement je commence à récupérer le cash dès l'année 1 ou dès l'année 2. Mm. Et où t'as Donc, moins à en sortir, quoi, forcément. ouais, et j'ai Mm. moins à en sortir et je peux l'utiliser pour autre chose. Donc c'est vraiment, est-ce que ces 70 000 euros, ils sont mieux rentabilisés en apport sur un bien ou dans d'autres types d'investissements, y compris investir dans mon business, investir sur moi en me formant sur d'autres choses ou investir dans la crypto. Ah, on peut faire Voilà, déjà il n'y pas a mal pas de choses de... avec 70 000 euros. Hein. Ah ouais, on peut faire un chose avec 70 000 euros. Mais en plus, franchement, sur ce projet-là, bon, bref, on va pas s'étaler sur ce projet-là, mais ça se trouve, il n'existera jamais parce que finalement, voilà. En Mais plus, tu te rajoutes la mérule, quoi. Donc, c'est sûr que... ouais, mais après, ce qu'il y a de bien, c'est que on apprend énormément. Et même si ça va pas au bout, je te jure que dans ce truc-là, enfin, on a fait pas mal d'erreurs avec sur le dossier de financement parce que voilà, ça a toujours passé nickel. On n'a jamais eu de problème avec nos dossiers de financement. Et là, c'est la première fois, donc on comprend que, par exemple, petit tips, je pense que certains d'entre vous le savent, mais nous, on fait que de la LCD. Mais globalement, montrer à une banque un projet de LCD, en fait, c'est quasiment se tirer une balle dans le pied, on vient de s'en rendre compte. Et donc, en fait, si ton alternative... Nous, on proposait un projet de LCD et en backup, on disait toujours, regardez, en LLD, ça marche aussi, tu vois. Mais ils Mm. s'en... Pardon, je vais être vulgaire, mais... Bon, je vais pas être vulgaire. Ils s'en foutent. Ils s'en Ouais, non, foutent, en fait. Si tu leur as pas proposé en numéro 1 le seul et l'unique projet LLD, en fait, ils vont même pas regarder ton option numéro 2. Donc, en fait, on s'est dit, nous, on garde pour nous notre super rentabilité en LCD. De toute façon, ils y croient pas. T'as beau leur montrer ce que tu veux, t'as beau leur montrer des données qui viennent de RDNA et tout, ils en ont rien à faire. Ouais, bien sûr. Donc, la prochaine fois, on leur montrera un beau petit projet en location longue durée, Voilà, 7 ou euh, 8% de avec des renta, et trucs, puis voilà, ça passera super comme ça. prévisibles pour eux. Ils sont très contents. Mm. Et au moins, il y aura pas la petite flag. Oh, ils veulent faire de la LCD. Oh Ouais, my c'est ça. god. Ah, en fait, les banques, c'est compliqué. Dès que tu sors un tout petit peu des sentiers battus. Moi, j'ai pas mal d'appartements avec un pote à moi. On nous a reproché de pas être en couple. Tu vois, t'es là, bon, bah, il y a un moment. Ouais, vous pouvez faire une SCI, mais alors que tu vois, t'es là, ouais, bah, en gros, votre métier, c'est de gérer le risque. Donc, c'est quand même moins risqué 2 personnes qu'une seule. Mais non, parce que vu qu'on n'était pas en couple. Mais Ouais. on a eu ça aussi parce que nous, on allait voir les banques, là, en leur disant, en fait, concrètement, nous, notre idéal, c'est de faire le projet à deux, mais on a plusieurs possibilités de faire ce projet-là en société avec des partenaires, en société commerciale ou en SCI, peu importe. Et en fait, on leur a dit, voilà, nous, on attend aussi que vous puissiez étudier le dossier et que vous nous donniez des indications. Quoi. Genre, là, ça passe pas, mais ça passe avec cette personne-là, ça passe avec un petit apport, etc. Donc, on leur a dit, on attend de vous en espèce de conseil, en mode, dites-nous, De ton conseiller bancaire, t'attendais un conseil. voilà, en fait, dites-nous comment ça passerait, tu vois. Genre, scénario Mm. 1, ça passe pas, mais par contre, Madame Pinon, si vous changez, voilà, si vous mettez un peu plus d'apport, c'est un dossier qui passe. Non. Mais jamais, en fait. Ils te disent oui ou non, mais ils font pas du tout ce travail de si tu fais ça, si tu fais ci, si tu fais ça. Et en l'occurrence, on leur a montré aussi, il y avait une hypothèse où on montait ce dossier avec un partenaire. Et CDI, beaucoup de liquidités sur ses comptes, mais locataire de sa résidence principale.
Et là, on me dit, ah non, ça va pas passer, Madame Pinon. Alors qu'il y a un an, on empruntait pour notre immeuble, on était tous les deux locataires de notre résidence principale, on n'était pas propriétaires. Mais là, avec une troisième personne qui, elle, n'est pas propriétaire de sa résidence principale, dans la même banque, avec les mêmes conseillers, ça passe pas. Et là, tu te dis, mais... Ouais. Quand tu viens du monde de la start-up flexible et tout, on va vite, et que là, t'attaques le bloc de granit, ou je sais pas Oh quoi. là 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 là, mais tu te dis, enfin, voilà, et c'est... Enfin, voilà, tu comprends pas, tu te dis, non mais je ne comprends pas en fait. Ça passait il y a un an, et là, vous me dites que ça passe plus. Enfin, j'ai un meilleur dossier qu'il y a un an. Et Ouais. franchement, du coup, on a compris plein de choses sur ce dossier, et même s'il passe pas, voilà, ce sera le coup T'en de tireras l'apprentissage une bonne voilà, d'y avoir expérience. passé un petit peu de temps. Et c'est sympa le coup de la mérule, franchement. Pour l'instant, c'est sympa parce Ouais. que Pour pour l'instant, c'est pas l'instant, on toi n'est qui pas l'as encore eu. Ouais. En exactement, fait, mais t'as des départements où c'est obligatoire les diagnostics, et d'autres où ça l'est pas. Et c'est vrai que j'ai déjà entendu même des mais je départements savais pas que ça où ça dépendait des l'était pas. départements. Ouais. Et j'ai déjà entendu que c'est pas parce que c'est pas obligatoire que t'en as pas, quoi. Donc ouais, et puis après faut voir jusqu'où il gratte, parce que la mérule parfois ça se voit, parfois ça se voit pas tant que ça, hein. Donc si t'as eu Non, et un en dégât fait, des eaux dans un justement, plafond ou un truc comme ça, il y avait eu un diagnostic de fait qui montrait 2 zones. Et en fait, quand nous, on a fait venir quelqu'un, enfin, il y en avait dans plein d'endroits. hmm. Et ce qui coûte extrêmement cher, c'est qu'ils doivent aller rechercher jusqu'où ça va, qu'ils doivent tout mettre à nu. Là, on est en train de parler d'enlever les linteaux des fenêtres Ah qui ouais, sont ouais, en quand bois. Ça, jamais on avait prévu ça dans nos devis, tu vois. tu m'étonnes. Ils sont en train de dire on va mettre à nu les plafonds alors que les planchers alors qu'ils étaient en parfait état. Donc ça sera, en fait, c'est ça qui coûte cher. C'est pas tant le traitement que ils doivent tout démonter, en fait. Hmm. Ils doivent tout enlever, et après, toi, tu tapes la reconstruction après que Ouais, tu bien rajoutes sûr. sur tes devis de travaux. C'est pour ça que, effectivement, quand je te dis 40 000, c'est pas le traitement Mérule, tu vois, pour tous ceux qui Non, c'est pas le traitement, connaissent mais pas c'est la le... recherche, c'est vrai. Et si en plus t'as le problème du financement des travaux et qu'au final ça coûte plus cher que prévu, ça commence à faire beaucoup. Ok. Donc c'est Exactement. ça tes activités. T'en as encore d'autres que le coaching, investissement immobilier? C'est Ouais, déjà c'est pas déjà mal, pas hein? mal. Ah bah ouais, c'est déjà pas Non, mal. non, ouais, non, non, c'est déjà Ouais. pas mal, Et ouais. les podcasts, bien sûr, c'est ça, hein, les podcasts, on sait très bien que ça prend un peu Exactement. du temps, hein. Et les gens se rendent pas compte, mais je sais pas toi, mais donc moi, j'en sors un par semaine. J'ai une collaboratrice qui m'aide, et à nous deux, on est à peu près sur 2 jours de travail par semaine pour faire ce podcast, pour aller chercher les invités, les démarcher, se renseigner sur eux, euh, pour faire l'épisode, pour monter l'épisode, pour faire toute la communication autour de l'épisode. Et ça, effectivement, on est à peu près à 2 jours de travail par semaine, donc oui, c'est beaucoup. C'est Ça beaucoup prend de beaucoup de travail. temps. Bah moi, les invités, en général, je leur donne 500 € pour qu'ils viennent. Bon, toi, c'était pas le cas, là, parce que Ah t'étais pas au merde. courant. Et du coup, ça va beaucoup plus vite. Tu sais, j'avais l'épisode que j'ai publié aujourd'hui, c'est avec mon associé. Imagine, tu dois lui faire des virements pour qu'il vienne. Ça commencerait à être compliqué. Non, ça prend un temps fou. Et toi, bon, bah, toi, t'as eu un gros succès, et c'est en partie, je pense, lié au temps. Moi, je pense que je passe heureusement, moins de 2 jours par semaine. Mais bon, pour l'instant, le succès est beaucoup plus Non, mais pour te dire, ténu. franchement, je vais évidemment, tous les Mais, podcasteurs font ça, hein. Plus t'es connu, plus hmm. tu vas chercher des invités qui sont, comme on dit, bankable. Et jamais personne m'a demandé de l'argent. Bah, encore, heureusement, vachement. Bah non, mais en fait, tu vois, il y a des invités qui, selon Tu leur préférerais payer plutôt notoriété, que pas les avoir, tu penses? peut-être je me poserai la Ouais. question, ouais. Après, il y a une question d'équité parce qu'il y en a d'autres que je paierai pas, mais je sais pas. Clairement, je me poserai la question peut-être pour certains invités, mais un de mes plus grands rêves, ce serait d'avoir un jour, même si c'est en anglais, Robert Kiyosaki, et de pouvoir Mhm. l'interviewer, parce que de fait, il a une faible visibilité en francophonie, en France, parce que bon bah voilà, il est anglophone, et en fait mon mec me dit il y a pas longtemps, ah mais une conférence de Robert Kiyosaki, c'est 1 million. Ah d'accord. Ouais. Donc, Ouais, non, c'est je me fou, dis hein. que C'est c'est pas fou les tout prix. réveil qu'il accepterait une invitation sur mon podcast, Ouais, mais c'est ça. faut avoir des Bah rêves. moi j'ai eu Olivier Roland, je sais pas si tu le connais, le youtubeur. Ouais, ben je l'interview Ouais. la semaine prochaine. Ah ouais. Bah lui je l'avais eu sur le podcast, et il a eu Tim Ferriss, c'est un peu le Ah pendant de yes. Kiyosaki, et il raconte dans une interview comment ça a été compliqué pendant
enfin, il a eu le droit à 10 minutes, le mec dormait encore. Enfin, tu vois, il a dû appeler depuis l'accueil de l'hôtel et tout. Enfin, c'était vraiment millimétré. Mais c'est sûr que quand t'as des personnages comme ça, c'est Ah, mais super. je lui en Bah, après, parlerai, je lui en parlerai, oui. ouais, Mais tu c'est peux lui en pareil, parler. tu vois, toi, tu as un format de moins d'1 heure, mais moi, j'ai un format genre d'1 heure et demie et plus, et je me rends Hmm, compte, effectivement, pour certains invités, euh, c'est compliqué, en fait. C'est-à-dire, littéralement, pour hmm. Ah, une il faut bloquer un interview, gros créneau. faut bloquer un créneau de 2 heures, alors que c'est pas à la hauteur pour eux de l'exposition qu'ils vont avoir, Hmm, versus 20 minutes sur un BFM, sur une chaîne de télévision bien où ils vont sûr. avoir une exposition bien plus grande, si tu veux. Et effectivement, à part le déplacement, ceci dit, des fois il faut se déplacer, il faut aller se faire maquiller, machin et tout, donc en fait ça prend 2 heures aussi, mais 2 heures c'est le même temps pour une exposition qui est bien Hmm, plus grande, donc enfin de la même manière qu'on est investisseur et nous on essaie de chercher le plus haut rendement de son capital. Quand t'es entrepreneur, t'essayes d'aller chercher le plus gros rendement de ton temps, entrepreneur, exactement. artiste, etc. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour toutes ces personnes qui vraiment acceptent de me donner du temps. Alors que je sais voilà, on a tous des emplois du temps chargés, mais il y a des gens qui sont quand même plus sollicités que d'autres, faut pas se le Mhm. cacher. Et que je pense que des fois, voilà, les gens acceptent parce qu'ils sont dans une optique de donner et de contribuer, alors même que c'est pas la meilleure rentabilité de leur temps. Faut être honnête. Ouais. Après, ce qu'il y a dans les podcasts, je pense que les gens sont très engagés, quoi. Si tu compares à la télé où en fait tu tombes par hasard sur quelque chose, les gens qui t'écoutent, ils font ça de manière consciente, quoi. Donc je pense que Oui, même si et l'exposition elle est un peu plus faible, ça intéresse vraiment les auditeurs, quoi. ouais, Tu et vois, t'es tu pas. as l'occasion sur un podcast, tu vois, l'invité et le host, c'est probablement le seul média qui existe aujourd'hui où en 1 heure et demie, tu peux creuser autant un sujet. Euh, Exact. Tu vois, tu peux creuser un sujet énormément dans un livre, mais c'est pas le même temps, ni pour l'écrire, ni pour le lire. Et en fait, c'est le plus condensé où tu peux creuser un sujet. En fait, t'as aucune émission de télé où t'as autant, où tu peux être un invité et parler pendant 1 heure et demie de ton sujet ou de ta promo, etc. avec ce niveau de profondeur. Donc, il y a ce côté aussi. Donc, tu comprends le monde du podcast et l'impact que ça a, tu dis, OK, je vais jouer le jeu parce qu'en fait, quand je suis en télé, c'est sympa, mais les questions, elles sont superficielles. J'ai l'impression de pas avoir le temps. Et là, au moins, je vais prendre le temps. Et des fois, ils sont juste contents d'avoir des conversations qu'ils n'ont jamais le temps Bien d'avoir sûr. au quotidien. J'ai des invités qui m'ont dit ça. Bah, effectivement. Et du coup, pour passer du coq à l'âne, comme on dit, Ouais. et revenir être dans le thème du bye bye patron, est-ce que tu pourrais juste raconter ta transition? Là, tu as dit que tu as fait 4 ans de salariat. Donc, c'était une autre société que la première. Comment t'as quitté comment t'as réussi à sauter le pas? Dans quelle situation t'étais, peut-être financièrement, psychologiquement, et comment t'as réussi à, voilà, En passer à fait, cette c'était pas étape? un bye-bye patron, c'était un bye-bye Delphine. C'est la rat race qui t'a quitté, on dit. J'ai changé de start-up, donc je suis allée chercher un environnement beaucoup plus intéressant, beaucoup plus bienveillant, et ça s'est très bien passé dans cette start-up-là. Il se trouve que ils ont mal géré leur croissance et ils ont eu un excès de recrutement sur une période de temps qui les a mis dans une trésorerie, enfin dans une situation financière extrêmement compliquée. Et à un moment donné, ils ont dû faire marche arrière, ils ont dû se séparer de tout le monde. Ils attendaient des rentrées d'argent, des subventions, etc. très importantes et qui sont venues, mais qui sont venues avec 6, 12 mois de retard. Et donc, bref. Donc, j'ai bénéficié d'une rupture conventionnelle. Euh, et donc, ça a été pour moi l'occasion de me poser en me disant, bon, est-ce que tu continues dans les startups? Est-ce que tu pars faire autre chose? Il y a eu quelques mois où j'ai continué à essayer de chercher si j'allais pas faire autre chose, si j'allais pas revenir. J'ai fait quelques entretiens et en fait, je me rendais compte que rien me plaisait, quoi. Je me rendais compte que j'avais juste envie de faire mon truc à moi. Et, et je suis devenue freelance. J'ai rejoint des amis qui avaient monté un collectif de freelance et pendant quasiment 2 ans, j'ai travaillé auprès de leurs clients pour faire des missions diverses et variées, principalement de gestion de projet et aussi un peu de marketing. Et en fait, j'ai tout de suite su qu'être indépendante, c'était pour moi. Mais je savais aussi au fond de moi que ce que je faisais en faisant des missions clients pour les autres,
certes dans mon domaine d'expertise qui était le marketing et aussi la gestion de projets web, mais il y avait quelque chose qui, voilà, je savais très bien que je m'épanouissais pas et surtout, je savais que j'étais pas la meilleure version de moi-même, quoi. Ouais, quand tu travailles pour les autres, c'est pas tout à fait pareil que quand tu travailles pour toi. Disons que j'ai vraiment découvert que j'étais moins bonne quand je travaillais pour les autres. Moins bonne, moins fière de moi, etc. Donc, je me suis mis le feu aux fesses quand je me suis dit, ok Delphine, il te reste 1 an de chômage. À un moment donné, si tu dois faire un all-in, c'est maintenant et profites-en. C'est maintenant ou jamais si tu dois lancer ton truc et te donner une chance. On a ce truc formidable en France quand on veut créer sa boîte de pouvoir bénéficier de ces allocations chômage. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et j'ai lancé le podcast à peu près à ce moment-là. C'était pas mon projet initial. Au début, je voulais lancer une application de budget et puis finalement, voilà, de fil en aiguille, j'ai lancé ce podcast. Mais ça a été long le processus en fait. Je sais que j'ai souvent cette discussion avec mon compagnon qui lui est plus, enfin, il y a beaucoup de gens qui se disent mais en fait moi je vais pas quitter mon job si je sais pas ce que je vais faire après. Et moi je crois que c'est difficile de se trouver quand on Tant n'a que pas le t'as temps pas brûlé ton d'explorer. bateau, ouais. Ouais, enfin. Ouais, c'est ça en fait. Mais après je peux pas dire que c'est l'option valable pour tout le monde. Mais effectivement, je sais que des fois ça fait un peu peur, mais en fait il faut partir. Et il faut Pour se laisser savoir ce un qu'on veut faire, espace ouais. de réflexion, de tester, de voir des choses pour savoir ce qui nous plaît et d'essayer d'aller là où on a envie d'aller, quoi. Et des fois, on veut avoir la réponse trop tôt, en fait. On veut savoir déjà quelle sera la next step avant de partir de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors qu'en fait, il faut de l'espace, il faut de l'expérimentation pour savoir ce vers quoi on va aller. Et puis en fait, ce vers quoi on va aller, après, ça va changer. Enfin, moi, j'ai pas commencé le podcast en me disant je vais créer un business autour de ça et puis je vais faire de la formation. Puis, enfin, j'avais juste envie de me faire kiffer. Je savais que j'avais un sujet, j'avais envie de m'exprimer là-dessus. J'avais vraiment l'impression que j'avais des choses à raconter et je voulais voir s'il y avait une audience en face. J'ai rencontré mon audience en face et rapidement, moi venant du monde des startups, ok, qui dit il y a des gens que ça intéresse, dit il y a peut-être moyen de monétiser le truc. Tu vois. C'est ça. Parce que les startups, Mais c'est souvent ça, t'as l'idée et après tu dis, bon, le truc ça marche bien, mais maintenant comment est-ce qu'on Mais c'est ça. rentabilise? Mais du coup, moi, je connaissais pas tellement l'infopreneuriat, le solopreneuriat. Tu vois, je connaissais pas tellement le monde de la formation, le monde du coaching. Donc, j'ai découvert ça. Tu vois, j'avais pas un plan machiavélique qui allait m'amener au richissime qui est aujourd'hui, qui reçoit des gens connus dans son podcast, qui arrive à les faire. Non, j'arrive quand même à faire parler des gens d'argent. Et il y a pas 50 000 endroits où les gens osent poser des questions sur l'argent et les invités osent y répondre, quoi. Et voilà, et j'en vis bien et j'avais jamais imaginé ça au début. Et maintenant, quand les gens me disent mais qu'est-ce que tu fais Delphine dans la vie? Je dis bah je me suis créé mon métier sur mesure. Et après j'explique. Mais comme beaucoup de plus en plus de gens, on n'est pas dans des cases, donc c'est compliqué de chercher sa case avant même de l'avoir un peu expérimenté, quoi. Ok. Ouais, je vois bien. C'est ça en fait. C'est vraiment ce que j'apprécie aussi dans le podcast. C'est ça te fait des rencontres, des opportunités. On te propose des projets. Puis tu sais pas, il y en a un qui va fonctionner, peut-être que d'autres vont pas fonctionner. Ok. Et petite question. Comment? Parce qu'en fait, c'est vrai que le thème de ton podcast, il est assez singulier. Comment tu te renseignes, tu te formes, tu te progresses? Enfin, je suppose qu'il y a des choses que tu trouves toute seule, il y a des choses que tu dois lire des infos un peu partout. Enfin, c'est pas aussi simple que lire Non, le. j'essaye le mieux possible de me mettre à la fois dans la posture, mais normalement on l'est tous dans notre vie, mais d'élève et de maître, d'apprenante et de sachante. Donc je partage les choses que j'apprends et j'essaye, en tout cas dans le podcast, je partage aussi bien des choses que j'apprends, que je suis en train d'apprendre, que je maîtrise pas du tout, et tout ça cohabite dans un joyeux mélange. En revanche, sur tout ce qui est mes programmes de formation et de coaching, je ne crée des programmes que sur des choses que j'ai éprouvées,
incarner, valider et sur lesquelles je me sens d'enseigner, tu vois. Sur les choses sur lesquelles je suis encore en train d'apprendre, de comprendre, tu vois, comme les ressorts et de tout ça, je me tais. Ouais. Je me tais. Mais clairement, c'est un mélange de ma propre expérimentation, de toutes les questions que je me pose au quotidien, des livres, de toutes les conversations que j'ai avec mes invités. Et puis, je me fais coacher. Moi, j'investis en fait. J'investis auprès de coachs qui ont réalisé des choses que j'ai envie de réaliser, qui ont compris des choses que j'ai envie de comprendre. Et j'ai compris récemment aussi que j'ai passé un cap où je vais plus chercher un coach ou un formateur pour le savoir, mais tu vois, pour bénéficier de juste d'être D'un élan ou dans quelque la chose de... ouais, exactement. Ouais. C'est exactement ça, en fait. Et tu vois, à un moment donné, parce que quiconque s'est tapé tous les bouquins possibles et imaginables sur l'argent et la réussite, T. Harv Eker, tu vois, l'esprit millionnaire, les bouquins de Kiyosaki, L'autoroute du millionnaire et tout. Fast Lane millionnaire, enfin, tu vois, tous, tu vois, à un moment donné, tu comprends que d'une, il n'y a pas de formule miracle, et que de deux, c'est tout dans ta tête. Ouais, soit tu le Quasi. fais, soit tu le fais pas. Et C'est comme un peu le... Si tu compares avec la diète, tu vois, c'est pareil, c'est assez simple. Les gens, ils savent, au final, mange des, mange des pommes, enfin, mange des fruits, mange des légumes, fais un peu de sport, mange pas trop. Ça a l'air tout simple, quoi, hein. Je veux dire, l'info, on l'a vite, quoi. Mais après, c'est... Si tu payes un... Je sais pas, je sais plus dans quel livre j'ai lu ça. T'avais un gars qui disait qu'en fait, t'avais deux collègues, ils s'étaient fait une sorte de pari. Enfin, c'était pas un pari, mais chacun, en fait, s'ils respectaient pas leur objectif de poids, ça leur coûtait 10 000 euros. C'était pas un pari, c'était une amende, en fait, tu vois. Enfin, 10 000 dollars. Et, euh, et c'est sûr que, tu vois, ça, enfin, l'argent, c'est un bon motivateur, en fait, de, quand tu sais, alors que normalement, tu vois, tu devrais, si t'es trop gros, tu vas avoir des problèmes de santé, ça devrait déjà te motiver. Mais c'est moins puissant que si demain je pèse trop, je dois donner 10 000 dollars à mon pote. Et en fait, le coaching, c'est ça. C'est vrai que quand tu payes quelqu'un, non seulement il te suit, et en plus, t'es impliqué quoi dans le processus. mais il y a la motivation, mais après, tu vois, dans tous ces livres-là, ce que tu dis, c'est que les gens te parlent de la loi de l'attraction, les gens te parlent de l'esprit d'abondance, etc. Et en fait, tu comprends que c'est quand même un travail intérieur que tu as à faire avec tes croyances, avec tes blocages. Et c'est ça que je suis en train de faire avec mes propres coachs. J'ai une coach pour la nommer, elle s'appelle Sophie Chag. Sa première année fiscale, elle a fait 45 000 euros de CA. La deuxième, elle a fait 1 million. Ouais, Il y a, ouais, il y c'est a, qu'elle avait il y pas a de rien blocage. Ouais. il y a rien qui est prévisible dans un modèle comme ça, en Mm. fait. Tu vas voir une banque, tu montes, alors mon business plan, année 1, 45 000 euros, année 2, 1 million. Mais madame, vous avez investi, qu'est-ce que vous avez Ouais. fait? Vous avez gagné au loto? Non, non, je pense que c'est la trajectoire naturelle de mon business et j'ai une forte capacité à manifester de l'argent. Bon, forcément, elle va se faire jeter. Et en fait, les faits sont là. Et tu te dis, Ouais. ok, donc elle a compris des choses, elle a débloqué des choses, elle accède à une réalité, j'y suis pas encore. Et en fait, Ouais. c'est de ça que je parle parce que euh, tu peux devenir riche en investissant sur des modèles prédictifs, mais tu vois, par exemple, quand tu vas acheter de l'immobilier, c'est C'est des quand même modèles lent. d'enrichissement. Ouais, et c'est des modèles d'enrichissement qui sont prédictifs, en fait. Tu vois, la Mm. probabilité que ton bien, même en 20 ans, il fasse x4, que ton rendement, il passe de 20 à 60%, elle est quasi nulle, en fait. Alors que dans un business, surtout dans certains business où il y a peu d'humains, il y a peu de capital au début, enfin tu vois, c'est juste un business de coaching, de formation, etc. Ouais. C'est possible de faire en année 1 45 000 et en année 2 1 million. En fait, mathématiquement, c'est pas habituel, mais il y a rien qui te l'empêche. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme les Et cryptos. C'est, exactement, il y a plus de, exactement. il y a plus de, enfin, c'est dans les deux sens, quoi. Il y a plus de limite, quoi. Alors Alors, que, sauf que c'est dans les deux sens, les cryptos. Alors que ouais, quand ben, tu c'est montes un ça, ouais. business, tu peux pas perdre 1 million. Normal, Sauf si tu l'as normalement, investi. ouais, tu perds Et, pas un euh, million. et en fait, tu te dis, OK, donc, et c'est ça, en fait, c'est de ça qu'on parle qui parle dans tous les livres. C'est OK, donc, qu'est-ce que j'ai à débloquer chez moi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai pour pouvoir effectivement manifester ce truc qui fait que, bah,
les gens ont naturellement envie de savoir ce que j'ai à leur transmettre et me payent pour ça et me payent de plus en plus cher pour ça. Et voilà, et comment je me présente à eux et qu'est-ce qui fait que ça va leur plaire et comment je peux être plus moi-même et quelle résistance j'ai. Je me rends bien compte que tant que j'ai cette résistance et que j'ai pas envie d'être plus visible, bah, je vais être bloquée, etc., etc. Voilà, c'est tout ça que je travaille et que j'essaye de retranscrire après dans mes programmes, dans mes épisodes et voilà. Et des fois, quand j'ai beaucoup d'espace dans ma tête, effectivement, j'arrive à modéliser des trucs comme les 4 piliers de l'argent. En fait, il y en a 2 de plus maintenant. Mais j'arrive à les modéliser et effectivement, et je fais un épisode là-dessus en disant, bah, voilà ce que je vous propose d'un truc que j'ai pu conceptualiser moi-même, que j'ai vu nulle part et que je vous propose comme interprétation, comme analyse de ce qu'est la maîtrise de l'argent, la relation à l'argent et sur quoi elle repose. Des fois, ça m'arrive, j'ai des petits éclairs de génie comme ça. Je fais mes propres franchement, ça en est un parce que moi, quand j'ai écouté ton épisode justement sur le sujet, j'étais assez. En fait, c'est un peu comme les lois de Newton, tu vois. Une fois que tu le sais, c'est évident, mais personne Ouais. l'avait vraiment formalisé. Et donc justement, tes 4 piliers, t'appelles ça 4 piliers? Ouais, 4 C'est piliers de la relation à l'argent. Ouais. ouais. Donc c'est combien gagner, épargner, dépenser et investir, si je me trompe pas. Ouais. Et donc les 2 autres que j'ai ajoutés depuis, mais je voulais pas que l'épisode soit trop long, mais donner et recevoir. Donner, ouais. C'est aussi, c'est encore, c'est la next step quoi. Et euh, et du coup, je voulais voir avec toi un peu. Moi, ce qui m'intéressait, vu ton profil et tes compétences, c'était épargner et dépenser, parce que investir et gagner, bon, déjà on a parlé un peu de comment tu Ouais. gagnes, investir, on a fait pas mal d'épisodes dessus. Euh, alors, les deux sont, je pense, enfin, elles sont un peu liées quoi. Dépenser et épargner, en gros, t'épargnes ce que tu dépenses pas, sauf, sauf événement exceptionnel. Donc, je voulais voir avec toi peut-être les dépenses, comment si quelqu'un a des problèmes de gestion de budget, s'il est à découvert ou s'il dépense 100% de ce qu'il gagne, euh, quels seraient les axes que tu attaquerais en premier? Est-ce que tu commences par les choses simples, mais peut-être qui coûtent pas cher, ou est-ce que tu tirais vers les grosses dépenses du type logement ou la voiture ou les Hmm. voyages? Alors, pour remettre en contexte ma réponse, pour ceux qui n'ont pas écouté mon épisode, donc effectivement, il y a 6 piliers de la Écoutez relation à l'argent. l'épisode bien sûr de Delphine. Il y a 6 piliers de la relation à l'argent, donc on vient de les citer, gagner, investir, dépenser, épargner, donner, recevoir. Ils vont un peu par paire. Pour ça, je les ai donnés par paire comme ça. Et en fait, j'explique que pour chacun de ces piliers, et pour augmenter notre niveau de maîtrise de ces piliers, il y a une dimension de savoir technique et une dimension de savoir qui est vraiment interne, de travail intérieur. Et en fonction des piliers, la répartition des deux n'est pas du tout la même. Ouais. C'est-à-dire que quand tu parles de investir et gagner de l'argent, la part de savoir technique, factuel, les trucs que tu peux apprendre en formation, sur Google, les choses à savoir, est plus importante que sur d'autres piliers. Type dépenser et épargner, où là, on est vraiment grande majorité, c'est 90 ou plus, j'en sais rien, de pourcentage de travail interne en fait à faire. Donc si tu veux progresser dans la maîtrise de la dépense et de l'épargne, c'est vraiment que du travail, c'est vraiment que du savoir intérieur, c'est te connaître toi-même pour arriver à mieux dépenser ton argent ou à mieux l'épargner. L'épargner sans frustration, sans privation, et le dépenser sans crainte, sans culpabilité, sans excès aussi. Et en fait, moi, ma philosophie, c'est... D'ailleurs, je traite pas la question que pour les gens qui sont à découvert ou qui ont des gros problèmes d'argent. Moi, j'ai jamais été vraiment... Enfin, je l'explique dans le podcast, j'ai jamais été à découvert. J'ai toujours épargné un petit peu. Mon souci, c'est que j'avais l'impression de gaspiller mon argent. Vous allez très bien comprendre ça, vous qui écoutez le podcast, que vous êtes investisseur. Cash is king. Et en fait, moi, je maximisais pas du tout mon cash et je dépensais dans des choses qui maximisaient pas non plus mon plaisir. C'est-à-dire, en fait, je dépensais mon argent dans des choses qui me semblaient, que j'ai compris après, qui n'étaient pas alignées avec mes objectifs long terme,
qui n'était pas aligné avec grand-chose d'ailleurs, et qui même n'était pas non plus particulièrement une source de plaisir. C'était plus du réflexe, de l'habitude, de l'impulsion, etc. Donc j'ai commencé à faire la traque de ce que moi j'appelais du gaspillage. Non pas parce que dans la nature même de cette dépense, c'est du gaspillage, mais juste parce que c'était pas aligné en fait. Tu sais, j'avais un objectif de faire ça et mon argent il allait, j'ai l'objectif de faire A et mon argent il allait dans la direction B. Donc forcément ça pouvait pas marcher. Et la plus grosse compétence à apprendre sur ce sujet-là, effectivement, c'est de commencer à distinguer qu'est-ce qui est important pour moi et où est-ce que quand tu veux aller à fond dans le truc, c'est vraiment, enfin en fait, comment je peux utiliser mon argent dans la dépense pour que ça maximise ma satisfaction, que ça maximise quelque chose en fait qui est important pour moi. Donc voilà, c'est À dépenser plusieurs son échelles argent de temps, en fait. C'est ça qu'il faut faire, je dépenser mon suppose. argent pour que chaque euro compte. Et en fait, le problème de la dépense, c'est que notre cerveau, il est pas capable de gérer nos impératifs de dépense. Je dois dépenser pour des choses qui sont obligatoires, mes charges fixes. Je dois dépenser pour des choses que j'ai envie de dépenser, mes désirs. Mais certaines sont là maintenant sur le coup, sur la pulsion. Je passe devant un magasin, j'ai envie d'acheter un truc. Je passe devant un Starbucks, j'ai envie de m'acheter un café. Mais aussi des choses que je vais avoir à dépenser dans un moyen terme, dans un long terme. Et il y a même des choses que j'aurai à dépenser beaucoup plus tard, mais je sais même pas quoi, je sais même pas pourquoi, j'en ai même pas encore l'idée. Et le cerveau est pas capable de prendre toutes ces données d'entrée et de te renvoyer un signal. Ouais, vas-y, c'est safe. Non, vas-y pas, c'est pas safe, en fait. Donc, Exact. si t'as pas pensé les choses en amont, ce que font les gens précautionneux, c'est que du coup, ils pallient à ce problème en épargnant un maximum. J'épargne 50% de mon salaire, j'épargne 60, 70%, en mode, j'aurai jamais de problème parce que j'épargne un maximum de toute façon. Mais le revers de ça, c'est que ça crée aussi souvent beaucoup de frustration et de gens qui n'arrivent plus à être en connexion avec des choses qui sont importantes pour eux maintenant, du plaisir, parce que c'est aussi La important. vie sociale et tout ça aussi. Exactement. Et donc, c'est pour ça que j'avais voulu réhabiliter le budget, parce que poser les choses à un moment donné, d'une manière qui est spécifique et qui est pas juste une colonne entrée, une colonne sortie, c'est naze, tout le monde l'a fait, ça marche pas, on oublie. Quand tu fais un budget intelligent et que tu y intègres tes vrais projets de vie et que tu mets de l'argent sur ces trucs-là et tu dis ok, là maintenant j'ai un truc factuel sur mon ordi, sur mon mobile ou je sais pas, sur du papier, et je peux vraiment savoir effectivement, bon bah là on me propose, mes potes me proposent d'aller faire une semaine au ski, et en fait intuitivement comme je suis crevée, j'ai envie de décompresser, j'ai envie de dire oui, puis en plus j'adore mes potes et j'adore le ski et j'ai envie de dire oui. Et en fait, si je regarde mon budget, je me rends compte que ça va me faire renoncer à ça. Et en fait, en vrai, il est vachement plus important que d'aller au ski avec mes potes. Donc, les potes, je vous aime, mais on fera un FaceTime. Mais voilà. Et si tu le sais pas, et si tu l'as pas en tête, et si t'as oublié, et parce que c'est facile d'oublier, faut arrêter. Voilà, faut pas se dire non, il y a que les cons qui oublient. Non, en fait. Et en fait, tu le sais du coup maintenant, et tu prends une décision en connaissance de cause. Et en fait, ça t'enlève aussi le poids de j'ai dit non à mes potes parce que je sais pourquoi j'ai dit non en fait. J'ai dit non parce que là, ma priorité, par exemple, c'est de faire un nouvel investissement immobilier, que j'ai besoin d'un maximum de cash en ce moment et que ce cash, j'en ai besoin. Globalement, les 1000 balles que je compte mettre dans ma semaine de ski, j'en ai besoin en fait. Ok. Ouais, je vois bien le principe. Et il y a un point que je voulais voir avec toi que je trouve important en fait enfin que j'ai constaté dans ma manière de dépenser de l'argent, et je pense que peut-être d'autres gens s'y retrouveront. C'est que moi j'ai pas forcément, on va dire, des goûts de luxe, mais j'ai le problème que j'ai, c'est la fréquence. En fait, je vais vouloir, par exemple, je peux aller à, je sais pas, si tu me proposes 3 festivals dans l'été, je vais y aller. Si tu me proposes, je peux aller au resto 5 fois par semaine, ça m'arrive très souvent. Je peux, tu vois, je peux voyager, je pars souvent en vacances. C'est parce que c'est aussi quelque chose que moi, en tout cas, j'ai mis dans ma priorité. Donc, je vais pas aller dans un. En fait, tu vois, j'ai des amis qui gagnent beaucoup moins que moi, mais quand on part en vacances, t'as l'impression qu'on a les mêmes revenus parce que eux, ils partent une fois dans l'année et moi, je vais partir peut-être 6 fois, tu vois. Et alors parfois, je trouve que c'est un peu, tu sais, de la boulimie d'expérience, quoi. Enfin, de courir après le temps. Je sais pas si t'as
un conseil à donner sur peut-être ouais cette fréquence, comment la mettre un peu parce que tout le monde sait, voilà, tu vois, si tu roules en Porsche, ça coûte plus cher que rouler en Renault. Si tu roules, si tu vas au Carlton, ça coûte plus cher que si tu vas à l'Ibis. Mais enfin, tu vois, je Mais pense qu'on déjà, tombe c'est très vite marrant dans les parce que clichés en fait de oui, budget, mais quoi. c'est marrant que tu parles de ça parce que en fait, le nombre de gens qui me disent mais moi je suis pas dépensier, j'achète des trucs pas très chers. Oui, mais en fait, c'est pas parce que t'as pas des sacs Louis Vuitton que t'es pas dépensier en fait. J'avais Ouais. une cliente qui, c'est pas une cliente, c'est une invitée du podcast qui me disait, moi j'ai toujours cru que j'étais pas dépensière parce que j'achetais mes chaussures à 30 balles ou à 40 balles, sauf que des paires de chaussures j'en avais 30 ou 40. Et en Ouais. fait c'était ça Vaut pour mieux plein avoir de des loups choses. boutins alors et juste de Et j'ai le peur, nombre quoi. de clients qui m'ont dit bah non je suis pas dépensière, je suis pas dépensier ou je suis pas dépensière, mais j'achète 200 euros de livres et 300 euros de formation par mois quoi. Oui, mais en fait, c'est pas parce que c'est du savoir que Ouais, c'est que ça. t'es pas dépensier ou que t'es pas dépensière. Donc déjà, tu sais, il y a cette espèce de fausse association entre, en fait, t'es dépensier que quand t'achètes des choses qui sont qualifiées de un peu luxueuses ou des expériences qui sont comme ça. Donc ça, c'est un truc à déconstruire. Et par rapport à la fréquence, moi, je reviens toujours à ton objectif. En vrai, c'est pas un problème d'aller, enfin, tu vois, ta façon de dépenser ton argent n'est pas un problème si ça rentre pas en conflit avec d'autres objectifs. Bien sûr. Ce qui est plus emmerdant, c'est quand tu te rends pas compte que ça peut rentrer en conflit avec d'autres objectifs. Non, mais typiquement, évidemment, c'est toujours facile à dire, mais si je m'étais rendu compte il y a 10 ans que si j'avais dépensé, si j'avais investi le quart de ce que j'ai dépensé en fringues dans n'importe quoi d'autre que en fringues, je l'avais investi, waouh, la maille que je me serais faite, quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, je le sais, à l'époque, je le savais pas. Et je me rendais pas compte que ces fringues-là m'apportaient pas la satisfaction à la hauteur de ce que j'aurais ressenti en investissant cet argent et du coup en l'utilisant pour faire quelque chose. Donc voilà, c'est en soi c'est pas un problème de dépenser son argent. C'est vraiment est-ce que ça t'empêche d'accomplir autre chose? Est-ce que ça retarde quelque chose? Après c'est à toi d'être OK avec ça ou pas. Mais c'est sûr que si t'as pas conscientisé ce truc-là, que en fait tu passes à travers la vie sans vraiment te poser la question, mais en fait c'est quoi mon objectif enfin voilà, est-ce que cette vie j'ai envie de l'avoir pendant 40 ans quoi? Je me lever, aller au travail, rentrer, faire un bisou à mes enfants, aller faire une session de sport le week-end, aller boire des bières avec mes potes, rentrer et recommencer ça pendant 40 ans. C'est pas un problème en soi. C'est juste si c'est ça que tu veux faire, c'est cool. Il faut que tu vas t'organiser autrement. Si tu veux te dire, attends, moi, je veux changer de métier à un moment donné, je veux pouvoir partir avec ma famille 6 mois ou un an en tour du monde, j'aimerais un jour participer à un putain de mastermind et partir au ski avec des gens qui font des trucs de ouf. J'aimerais me payer une putain de formation sur ce sujet. J'aimerais aller à l'autre bout du monde à la conférence de e-gaming, qui est la conférence mondiale du e-gaming. J'ai envie de faire vivre ces expériences-là. J'ai envie un jour de monter un business et de voir ce que ça fait. Et que tu vas devoir probablement, et au début, et c'est le plus dur au début, c'est quand tu t'y mets, tu vas devoir changer la façon dont tu dépenses ton argent. Parce que si tes revenus sont à revenu égal, tu ne peux pas juste faire exactement la même chose Et qu'il se passe et quelque chose de t'offrir de quoi différent. partir à ta conférence e-gaming, plus Ouais. financer les études de tes enfants, plus ta retraite, plus ton investissement immobilier. Donc c'est Mm. juste, c'est faire des choix en fait. Sauf que pour ça, il faut le conscientiser, il faut éventuellement avoir l'outil qui va te permettre de faire des choix. Sinon, tu passes à travers plein de choses. Vaut mieux pas t'en rendre compte dans ces cas-là. Ouais, voilà. Surtout pas a posteriori. Mais ouais, non, c'est super intéressant. C'est vrai que peu de gens se posent la question d'objectifs long terme. Alors t'en as, ils ont peut-être besoin de refaire leur salle de bain, ça va coûter 8 000 euros. Ils voient pas comment faire, mais c'est vrai que c'est très intéressant de poser un peu et puis budgétiser les choses, et qu'il y a des choses aussi qui coûtent peut-être moins cher ou plus cher que ce qu'on pense. On pense qu'il y a tu vois, nous par exemple, dans la génération, il y a plein de gens qui voulaient aller au Japon. Moi, j'étais au Japon, c'était pas si cher que ça, tu vois. Mais nous, dans ta tête, tu demandes à la plupart des gens, ils vont te dire que c'est cher, tu vois, et que Ah oui, moi, c'est un ça a rêve été mon presque. voyage le plus cher, le Japon, donc oui, je te confirme. Soit les autres c'était pas cher, soit
Non, mais, Et en fait, ouais. je me suis créé une liste de mes grands désirs. Je me suis créé une liste des choses que j'aimerais vraiment accomplir. Mais pas le truc, les 100 trucs que j'aimerais faire avant de Epia, faire un tour en deltaplane. Et voilà, c'est vraiment, tu vois, quel type de vie j'aimerais avoir. Et à un moment donné, je me suis dit, dans ma liste, il y a par exemple, je voudrais, quand je vois maintenant ce que ça coûte de se faire coacher par des gens qui sont high level, duquel tu ressors juste de 1 heure en ligne et tu dis, wow, mais cette personne, chacun a son coach de référence quand vous vous Mm. intéressez un peu à ce truc-là et tu te dis, attends, donc en fait, il faut des budgets de 10 000, de 20 000, de 30 000, de 40 000 par mois, en fait, pour avoir accès à ces trucs-là qui te font faire des bons cosmiques dans ton business, dans ton investissement. Tu te dis, moi, je veux cette vie, en fait. Donc, il me faut ce budget-là. Je veux, ok, parce qu'on pense à voyager, on pense à arrêter de travailler, on pense à voyager, c'est déjà des objectifs de malade. Mais après, c'est genre, moi, j'aimerais essayer de réaliser ce qu'il y a de plus ouf dans la vie. J'aimerais, je prends souvent cet exemple, mais je me dis, enfin voilà, j'ai marqué sur ma liste il y a pas longtemps, en vrai, si un jour je peux, sur un coup de tête, me dire j'ai envie d'aller voir un concert de Ed Sheeran, tiens, il passe où la semaine prochaine, tiens, en fait, il passe à Toronto, je m'achète un billet, je vais le voir. Et si possible, si j'ai un accès, je sais pas, VIP. j'arrive à aller en backstage, je sais pas quoi. Ouais. Je vais pas faire ça toute ma vie, mais genre, si un jour je peux me faire ce kiff-là, genre ce serait un truc de malade. Et je vais pas le faire ça pour tous les artistes, mais il y a des trucs dans la vie qui nous font vibrer de ouf. Et voilà, ça en fait partie. Un sportif qui fait du triathlon, qui fait des trails, etc. Et il va te dire, ok, ben en fait, moi, je veux participer au truc de Hawaï, tu vois, qui est Mm. la compétition, machin. Et tu te dis, ok, donc je veux du temps pour m'entraîner, je veux m'entraîner avec les meilleurs coachs, je veux me payer l'aller-retour, je veux emmener toute ma famille, je veux y passer 2 mois, truc genre de malade. Et là, tu te dis, ok, ça peut paraître le rêve, mais en fait, enfin voilà, on se construit aussi ses rêves et ses objectifs par rapport à ça. Parce que sinon, effectivement, c'est toujours plus sympa d'aller boire une bière avec des potes ou d'aller au ski une semaine avec eux que de laisser son argent dormir sur un livret A. Il n'y a pas Mm. photo, en fait. Et c'est dommage que la raison pour laquelle vous laissiez votre argent dormir sur le livret A ou même sur un autre support plus attractif, c'est dommage que cette raison, ce soit la peur de manquer. Ouais, c'est la grosse question à se poser. Je pense sur aussi, par exemple, dans ton activité, bah, on en a parlé avant. Toi, tu savais pas où tu allais et je suppose que tes plans à 5-10 ans, c'est compliqué de savoir ce que tu vas faire comme dans ton Ouais, c'est day-to-day compliqué. En plus, d'ici 5 ans. Puis moi, t'as je pas envie marche de te pas par poser la question objectif. probablement. Ouais, voilà. Moi, les objectifs, ça marche pas avec moi. Ouais, Moi, c'est le voyage. j'avance, je C'est le trace ma voyage qui route. compte. Ouais. Non, non, mais si, en Ouais. vrai, par exemple, t'es obligé quand tu mets en place une stratégie de liberté financière parce que certaines voies vont t'handicaper par rapport à d'autres. Si tu prends certains chemins d'investissement, il y a aucun chemin qui est irréversible, mais tu vas te tirer une balle dans le pied, tu vas prendre du retard. Typiquement, c'est classique, voilà. Mais si tu commences ton chemin d'investissement en achetant un Pinel ou en achetant ton appart à Paris et en étant à 33% de ta capacité d'endettement, tu te tires une balle dans le pied. Tu pourras rien faire d'autre en immobilier avant longtemps. Il va falloir réaugmenter considérablement ton salaire ou revendre cet appart, déménager, etc. Bon, c'est possible. Tu fais machine arrière. Et, euh, et du coup, si tu comprends pas un minimum ce qui se passe, tu peux faire des choix qui vont t'empêcher plus tard d'aller là où tu veux. Donc, tu as besoin quand même de réfléchir les trucs, d'avoir un minimum d'objectifs et de comprendre que la voie dans laquelle tu t'embarques, c'est pas une voie sans issue. Mais au-delà de ça, moi, les objectifs, j'ai un combat avec Mm. mon mec là-dessus qui fonctionne énormément aux objectifs et moi, ça me paralyse. Moi, ça me Ah, fout une pression qui on est est tous totalement différents, inutile. J'ai forcément. pas besoin de ça pour Ouais. avancer. Ouais, c'est ça. Ok. Non, super intéressant. Et c'est vrai ce que tu dis là. En fait, il y a 3 semaines, je pense, j'ai acheté un appartement. C'était un ancien Pinel et il l'avait acheté en 2007, je crois. Et nous, on l'a acheté 86 000 et eux, ils l'avaient acheté 171 000. Et en fait, Wow. quand on est chez le notaire, parfois, tu as les chiffres. En fait, il leur restait encore 35 000 euros à rembourser. Donc, sur un appartement qu'ils avaient acheté il y a 13 ou 14 ans, tu vois. Et je sais même pas s'ils avaient peut-être mis de l'apport ou, enfin, en fait, c'est clair, ils ont perdu au moins une dizaine d'années sur leur investissement, quoi. Bah, tant Ouais, mieux parce pour que nous. Et puis, peut-être que financièrement, ils ont pas perdu, mais ils ont pas gagné ou pas gagné grand-chose. Mhm.
Mais le fait est qu'effectivement, ils ont perdu du temps. Mais après, probablement que tu as racheté à des gens qui n'auront jamais la stratégie de devenir Bien libre sûr. financièrement. Donc, Oui, ou c'est souvent des gens, les anciens Pinel, moi je les achète, tu sais, tu vois les adresses, les gens ils sont jamais du coin, donc c'est des gens peut-être qui voilà, voulaient réduire leurs c'est impôts, des enfin affaires à c'était pas faire. des investisseurs. Oui, exactement. Et ouais, bah très très intéressant les dépenses. J'avais une petite question, alors c'est un peu un cas pratique pour toi, mais tu vas peut-être me donner ton avis. Euh, Bah moi, je viens de l'Est, il y a beaucoup de frontaliers chez nous, et puis c'est un peu pareil, je pense, en région parisienne. Je voulais savoir comment tu mettrais un curseur de... En gros, le dilemme, il est souvent temps versus espace, tu vois. Soit tu habites dans un petit truc proche de ton boulot ou proche de tes amis, soit tu habites dans un truc soit plus grand, soit moins cher, plus loin, tu vois. Et comment est-ce que par exemple, tu conseillerais à quelqu'un de tu vois, est-ce que, par exemple, ça vaut la peine pour gagner 500 euros de plus de faire 2 heures de route, tu vois? Est-ce que t'as déjà un peu eu ce dilemme et comment est-ce que les gens... Franchement, c'est hyper personnel, ça dépend de tes C'est un peu lié objectifs. aux Mais objectifs aussi, si tu te mets dans comme on la en a peau parlé. d'un investisseur, moi, personnellement, 2 heures, je le ferai plus. Enfin, à moins que ce soit 1 heure aller, 1 heure retour, auquel cas, bon, c'est raisonnable. Mais pour moi, c'est mon grand maximum. Et pourtant, j'habite en Île-de-France. Mais c'est juste qu'à un moment donné, je suis pas ce type de personne qui est prête à faire des sacrifices très importants sur sa qualité de vie. Euh, Il y a des gens qui vont être dans cette optique-là et c'est très bien. C'est juste, c'est pas mon cas. Donc, voilà, moi, mais chacun met son curseur où il veut. Il y a certaines Hmm. personnes qui se disent déjà, non, mais 1 heure, aller, 1 heure Ouais, moi, c'est retour, pour moi déjà 1 heure, c'est c'est no way, complètement tu vois. incroyable, quoi. Donc, Ouais, et puis après, il y a aussi, si c'est pour gagner 500 euros et que ces 500 euros, ils dorment, ou que ces 500 euros, ouais, si en t'en as vraiment fait, besoin ou pas, enfin, c'est voilà, ça. c'est 2 heures piètrement investies. Après, peut-être que si ces 2 heures, tu les passes à te former, à écouter des podcasts, et puis du coup, bah, t'as gagné 500 euros et qu'après, tu l'investis en crypto et que tu le fais le fructifier, pourquoi pas. En fait, c'est voilà, pourquoi gagner ces 500 euros en plus? Qu'est-ce que je m'offre avec 500 euros? Euh, Ça, Le c'est mieux, hyper c'est si vous personnel. écoutez des podcasts, vous pouvez faire un petit virement à Delphine et moi pour nous remercier avec les, les 500 euros économisés. Ok. Non, bah ouais, ouais, c'est effectivement, je pense, la bonne stratégie. Ce qu'il faut toujours voir, à mon avis, enfin, tu vas confirmer, c'est aussi voir, tu sais, l'argent qui te reste une fois que tu as tout payé, tes dépenses fixes. Et en fait, c'est ça qui compte vraiment. S'il te reste encore 3 000 euros, ben, les 500 de plus, ça va rien te changer. S'il te reste 200 euros par mois, bah, forcément, les 500, Exactement. c'est Exactement. ça qui change tout. Ok, ben, écoute, super. Alors, à la fin, en fait, j'ai toujours 3 questions que je pose, Mhm. mais que je vais pas te poser parce que c'est en fait, c'est ce que tu as un livre à recommander, est-ce que tu as une citation et qu'est-ce que tu ferais de 100 000 euros. En fait, j'ai écouté pour préparer cet entretien des interviews de toi, on t'a déjà posé ce genre de questions. Du coup, D'accord, donc j'y réponds. je me suis mis 2 nouvelles questions. La première question que je voulais te poser, c'est si, alors normalement je dis 100 000 euros, mais là ce serait si je te donnais 30 jours de plein focus, donc tu n'aurais rien d'autre à faire, donc pas te préparer à manger, pas aller voir tes beaux-parents, pas t'occuper du podcast, vraiment tu es sur une île déserte, là je sais pas si tu as vu le reportage sur Bill Gates, là où il va au bord d'un lac, là de temps en temps, une semaine, et tu vois vraiment tu serais focus sur un truc, qu'est-ce que tu ferais de ces 30 jours à t'occuper de toi et de tes projets, quoi. Je t'avoue que j'ai eu du mal. Tu m'as soumis la question avant que, 20 minutes avant qu'on commence cet Ouais, bah oui, enregistrement. bah 20 minutes, c'est Et, incroyable. ouais, Est-ce que non, j'ai du mal à trouver une réponse parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai pas un projet qui est en attente. Je me dis, ok, j'aurais envie de le faire. Tu vois, j'ai pas envie d'écrire un livre, j'ai pas envie de faire un documentaire, j'ai pas envie de, en ce moment, mon focus, en fait, la réponse à laquelle j'ai pensé, c'est j'aurais envie de prendre de l'avance sur soit l'enregistrement des podcasts et donc faire ok. tous mes enregistrements sur 1 an, ou alors prendre de l'avance sur la préparation de tous mes programmes et toutes mes formations. Parce que du coup, contrairement à beaucoup de gens, j'ai une partie de mes programmes qui sont en vidéo et donc du coup, je les ai faits, j'ai plus rien besoin de faire, mais j'aime bien livrer une partie de mes programmes en live.
soit des masterclass, soit des programmes qui ont, je sais pas, une douzaine ou une quinzaine d'heures de live. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que je faisais partie de ces créateurs de contenu qui étaient pas à l'aise avec l'obsolescence. Je suis pas à l'aise, les choses vont vite, le monde va vite et moi je vais vite. Et du coup, des fois, ce que j'ai dit il y a 6 mois, en vrai, j'ai plus envie de le vendre, j'ai plus envie de le proposer, j'ai plus envie que les gens y aient accès. Donc, j'ai plus envie de proposer mes programmes en live. Et donc, j'aurais envie de me préparer, tu vois, plusieurs mois d'avance sur mes programmes. C'est ça. Pour effectivement au quotidien être un petit peu plus light dans mon planning. Ce qui est bien, c'est que ta réponse, elle prouve quand même que tu procrastines pas des choses que tu dois faire et que tu trouves pas le temps de faire, quoi. En fait, ça montre que dans ta vie d'aujourd'hui, t'es un peu à ta bonne place, quoi. Enfin, Ouais, il y a un projet qui était en fait mon projet tout le début, j'en ai parlé de celui de faire une application de budget. Et en fait, moi, je fonctionne énormément à l'intuition et à l'énergie. Et si les choses se font pas, je me dis, ah non, c'est que c'est pas le bon moment. Je suis pas une procrastinatrice. Je procrastine pas, moi. Donc, si j'ai pas envie de m'y mettre, j'ai pas envie de le faire, ou c'est pas une question de procrastination, c'est juste que c'est pas le moment. Ou que c'est pas le projet. okay. L'avenir me le Ouais, dira. c'est peut-être pas le bon projet. Non, mais c'est vrai. Bah, moi, j'ai écrit un petit livre sur négocier un bien immobilier. Et en fait, je voulais après écrire un livre sur la bourse, parce que moi, c'est mon gros domaine d'expertise. Et en fait, ça fait 6 mois, enfin, j'ai commencé, mais en fait, j'y prends pas vraiment de plaisir à l'écrire, tu vois. Et là, je suis en train en ce moment de me dire, en fait, je vais écrire un autre livre sur autre chose parce que effectivement, la bourse, c'est pas le bon moment. Et puis, ça demande vraiment beaucoup de recherche Beaucoup de recherche, ouais. sur des choses que je sais déjà en plus, tu vois. Donc, enfin, j'y trouve pas mon compte, quoi. Donc, c'est vrai que probablement, je sais pas s'il sortira un jour. Pour toi, ça doit être la même chose, mais j'écris des newsletters sur, tu vois, que ce soit pour écrire une newsletter, pour écrire un script d'épisode ou etc. Ou rédiger un post sur les réseaux sociaux. Quand je suis inspirée, quand je suis reposée, quand je suis inspirée, je mets 5 fois moins de temps que quand je me l'impose, tu vois. Mm. Donc, si c'est laborieux, Ouais, il y a aussi ça qui joue. c'est pas Ouais, le moment. ouais. J'aurais pu écrire 5 posts en étant fraîche et dispo et inspirée. Ouais. Là où j'en écris qu'un seul quand je me force un peu parce que j'ai dans mon planning à marquer qu'il y en a un qui doit sortir demain. Mm. Ouais, d'où l'importance de prendre de l'avance quand on peut pour justement pour toujours faire les choses dans les bonnes conditions. Et de bien Ok. dormir et de bien se reposer. Et de bien dormir, voilà. Et de pas dépenser tout son argent au bar jusqu'à 2h du matin le mardi soir, par exemple. Et dernière question. Alors là, tu avais aussi 20 grandes minutes pour y réfléchir. Est-ce que tu aurais un conseil qu'on t'a donné un jour dans ta vie, peu importe le domaine, que tu voudrais partager, genre un super bon conseil un exemple, un jour, mon père, il m'a dit, on visitait une usine de jet privé, il m'a dit, dans la vie, il y aura toujours plus riche que toi. Tu vois, ça m'a Ça va. permis de relativiser beaucoup de choses. Et, J'ai réfléchi et je crois qu'en fait, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est lance ton podcast. Je suis pas sûre qu'on me l'ait dit comme ça, mais la personne m'avait dit, avait vu mon enthousiasme. C'est quand je me posais la question de lancer cette appli. Et la personne à qui, les 2-3 personnes à qui j'en ai parlé, m'ont dit, mais des applis de budget, il y en a plein, mais moi, j'aurais pas envie de prendre une appli, mais quand je t'entends parler, je trouve ça ouf ce que t'as à dire. Fais pas une appli, fais un média. ok, Personne bah m'a dit super ça. conseil. Et sinon, Et si on moi, t'avait j'ai pas dit ça. choisi que ce serait un podcast. Hmm, Et du coup, bah, voilà où j'en suis 2 ans après. Je pense que c'est un ok, des meilleurs conseils qu'on m'a donné. ouais. Ça marche. Bah écoute, Delphine, je mettrai tous les liens pour te retrouver. Ton podcast est richissime et merci beaucoup pour ton temps. Et je te souhaite une Je t'en agréable prie, soirée Thibaut. et Merci, à très salut à tous les bientôt. Bye éditeurs. bye. Ciao.